Eh bien, je vais essayer cette fois de le faire sans bug, etc. Alertez-moi si c'est le cas. Au pire, je recommence, j'en ai marre. J'itère, je tweak, etc. Mais eh ben, c'est un vrai métier, voilà, de stream. Et c'est super. Franchement, j'apprends un tas de trucs. Donc, bonsoir tout le monde. Il est 20h, 20h01 même, après cette rapide introduction technico-technique. Voilà, bon, bienvenue sur le stream de Stéphane. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes mardi, quelques petites actus, et puis après on va passer à la au premier segment, là, un peu actualité, les liens dont je voulais parler, commenter et tout. Sachant qu'il y a quelques sujets quand même, des petits sujets, puis d'autres un peu plus intéressants, donc j'espère que ça va vous plaire. Et ensuite on rentrera à nouveau dans le vif du sujet en ce moment, à savoir l'Advent of Code. Euh, voilà, donc un peu toujours le même programme, mais bon, pour l'instant, ça a l'air de pas forcément de vous déplaire, donc on va faire comme ça. Déjà, un grand merci, hein, je reviens toujours sur ces sujets, mais un, hop là, parce que j'avais oublié l'enregistrement en parallèle, je voulais être sûr que, voilà, au niveau du streaming. Donc, je recommence pour les youtubeurs. Bonsoir tout le monde. Donc, un grand merci pour vos participations. Je vois quelques chiffres qui montent, quelques abonnements, etc. Quelques retours qui m'ont été faits en off. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je tenais à le dire, et puis je pense que je vais continuer à le dire régulièrement. Euh, voilà, donc continuons comme ça. Alors, un petit cas particulier cette semaine, il y aura un stream uniquement ce mardi, parce que ben, pour celles et ceux, hop, je vais switcher, tac, pour celles et ceux qui, hop, me suivent. Alors, je ne partage pas, voilà, voilà, j'en étais sûr. Pourtant, j'en étais sûr, j'avais fait un test, et puis je me suis dit, est-ce que je capture bien ce qu'il faut? Mais non, là, il capture pas ce qu'il faut. Ah là là, je te jure. Ouvrir le sélecteur, fenêtre de l'application. C'est ça que je veux partager, bien évidemment. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Alors, oui, donc pour celles et ceux qui suivent un petit peu, je serai au Snow Camp euh, jeudi et vendredi. J'y vais là demain, sachant que j'ai une grande traversée à faire là, de la Bretagne jusqu'à Grenoble. Donc si vous êtes dans les parages, bah, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Moi, je serai vendredi à 16h pour mon talk sur les métallois. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle bah, jeudi soir, hein, je serai à Grenoble, donc je vais pas faire de stream à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par le petit segment liens, commentaires, etc. que j'aime bien faire pour le coup. Je me creuse un petit peu les méninges. Et je voulais vous parler, alors, je vais vous parler, je ne sais pas si vous suivez le cinéma d'une manière générale et la critique ciné en particulier. Alors, moi, j'aime beaucoup le cinéma, je lis et j'écoute des podcasts dans tous les sens sur le sujet. Et quand j'ai le temps et que je fais pas des streams, eh ben je regarde des films. Et il se trouve que l'un des sites que j'utilise notamment pour regarder un petit peu ce qui se passe, etc., Sens Critique, a eu un gros souci d'IT il n'y a pas longtemps. Et je voulais vous en parler ce soir, mais quand j'ai loadé le site, notamment leur blog post à ce sujet-là, bah, il se trouve que là, en ce moment, le site est en maintenance. Donc déjà, ça me permet de faire un commentaire. Ils ont eu un énorme problème, ils ont réussi à s'en tirer tant bien que mal, ça on va regarder ça après. Parce que je voulais vous parler du post-mortem, et je vois qu'effectivement leur site est en maintenance. Et c'est vous dire à quel point c'est grave, parce que c'est vrai que des pages de maintenance sur des sites, à part des trucs un peu institutionnels ou un petit peu anciens qui ne gèrent pas encore ce mode de fonctionnement-là, eh bien c'est quand même assez surprenant de voir des pages de maintenance. Donc je me suis dit, ah ben mince, je voulais parler de ça et compliqué. Mais, il existe un truc qui s'appelle webarchive.org et ça c'est plutôt cool. Et lui il a permis justement d'avoir l'article tel qu'il avait été posté. Alors, est-ce que je suis... Ah non, je suis toujours sur ça. Bah oui, forcément, capture de Firefox. Alors, propriété, ouvrir le sélecteur. C'est l'application. Hop, c'était ça que je voulais partager. Bah oui, forcément, j'ai changé la fenêtre et je ne vous ai pas montré. Alors, est-ce que ça marche si je vous montre ça? Voilà, c'était cette fenêtre-là que je voulais montrer. Ça m'apprendra à tirer les fenêtres à gauche, à droite. Voilà, donc le site était en maintenance. Et donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce soir. Et ça, c'est le blog post tel qu'il apparaissait. Alors, je vais zoomer encore un peu. Le blog post tel qu'il apparaissait le 16 janvier. Et, voilà. Et ça, je vais vous le partager, hein, bien évidemment. Je vais le mettre dans le chat si vous voulez le rattraper.
Oui, ben, il faut que je mette le lien Web Archive, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Et puis je vous mets aussi, si je vous mets aussi le lien de l'article là, comme ça je vous mets ça. Je mettrai tout sur YouTube aussi. Tac, tac, tac. Ok, on est bon. Donc c'est un problème très grave qui leur est arrivé. Donc voilà, en plus à partir du 1er janvier à 9 h du matin, donc le genre de truc, voilà, c'est vraiment le cas de figure horrible, horrible, et d'ailleurs c'était unique, hein, effectivement. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je vais juste revenir sur la route cause. Alors c'est bien parce qu'en plus ils répondent à plein de questions, ils ont leur CTO qui va expliquer tout un tas de choses derrière, je vous laisse parcourir, hein. L'idée c'est pas de faire tout l'article. Je voudrais revenir là-dessus. Le 4 décembre, ils ont fait une mise à jour de MariaDB, et ça a introduit un bug sur les bases de données affectant la fiabilité des backups. Et ça, effectivement, c'est peut-être même le pire des problèmes qu'on peut avoir avec un problème de divulgation de données d'une manière générale. Là, ça tape dans la base de données, ça tape dans quelque chose assez, assez chaud. Quand on parle de corruption de base de données, ben, c'est chaud parce qu'en fait, non seulement il faut se poser la question de est-ce que votre base de données elle est up, donc là, ben non, elle va être corrompue, etc. Mais est-ce que vos backups que vous allez essayer de restaurer, ils sont opérationnels? Parce que si vous restaurez de la daube, bah, ça va pas bien se faire. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cet article qui est extrêmement transparent, voilà, ils indiquent voilà, toutes les fois où ils n'ont pas pu faire les backups, etc., comment ça s'est passé entre le slave et master. Il y a des graphiques, voilà, il y a tout le contexte avec les captures, etc. C'est super intéressant si vous vous intéressez un petit peu de près ou de loin à comment ça se passe la prod. Vraiment, vraiment une super. Oui, je regardais l'erreur en l'occurrence. Oui, oui, non, ça d'accord, ok, voilà. Donc, et effectivement, quelles leçons ils en ont tiré? On va revoir notre workflow de backup restauration. Voilà. Donc ça, c'est un peu la réponse à souvent la question à quoi bon? Tiens, à quoi bon se prendre la tête à mettre en place tel ou tel process compliqué, etc. Ben ça, si vous voulez vous éviter ça, un 1er janvier à 9 h de voir arriver des messages de prod sur les astreintes qui se mettent à hurler, bah ça c'est un sujet. Et je ne suis pas pour blâmer MariaDB ou quoi, hein, ça aurait été absolument avec n'importe quoi. Là, si vous regardez, en fait, bah, il n'y a pas de mise à jour breaking, en fait. On est passé de 10.5 à 10.11.10, et c'est a priori un bug. Mais ça montre bien que quoi qu'on veuille faire, là ça a l'air d'être quand même pas très large, 10.5, 10.11, des fois c'est énorme, hein, de 10.5, 10.11, mais là en l'occurrence je ne suis pas assez l'actu de MariaDB pour savoir si c'est gros, mais il y a plusieurs choses. Déjà faire ce genre d'opération, bah, a priori c'était à tester, mais bon, voilà, et à voir si en termes de surveillance sur des environnements de non-prod, etc., ça a utilisé les mêmes process. Je vous laisserai voir l'article pour avoir la réponse à la question. Et, et puis, ben, il y a l'histoire du support. Là, en l'occurrence, la montée de la version est due à une fin de support. Donc là aussi, il se pose la question de la durée de vie des versions qu'on met en prod. Si vous devez faire des opérations d'upgrade parce que le support est tellement court que vous devez tout le temps être un petit peu sur la dernière version, ou du moins d'avancer, c'est compliqué. De la même manière, si vous devez faire un trop grand gap parce que vous êtes resté très longtemps sur une version LTS et qu'il faut passer à une autre version LTS, là aussi c'est un risque. Et là on parle de base de données, donc vous êtes vraiment sur des sujets qui sont extrêmement critiques, quoi. Donc super intéressant, je vous recommande la lecture, je la commande pas plus que ça, parce que je fais surtout preuve d'empathie avec eux. Et le fait de se dire que bah, même encore ce soir, ils continuent des actions sur la base de données pour redresser, eh ben c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, hop. On va passer à autre chose. On va causer un petit peu de Rust, mais on reviendra sur du Rust après. Rustfinity, alors que j'en ai parlé la dernière fois, notamment avec l'Advent of Rust. Donc, super site, notamment pour apprendre Rust. Ils ont rajouté tout un tas de challenges, en fait, pour continuer à soit apprendre Rust, soit à s'améliorer en Rust. C'est super intéressant. J'ai pas commencé à taper dedans, hein. Bon là en plus je suis même pas connecté. J'ai pas commencé à taper dedans, mais la liste est extrêmement intéressante. Alors on retrouve des sujets autour de, je vais zoomer un petit peu là, hop. On retrouve des sujets autour de l'ownership, des références mutables, les slices, j'en parlais la dernière fois. Donc voilà, il y a des trucs à faire sur les structs. Donc tous les sujets en fait de Rust sont
Ils suivent d'ailleurs la même tronche que l'Advent of Rust. Donc, si vous avez fait un petit peu ça ou si vous voulez quelque chose qui soit très démonstratif, explicatif, c'est un super site. Et je pense que tous les langages, d'une manière ou d'une autre, devraient avoir cette qualité, en tout cas, d'écosystème pour apprendre. Donc, ouais, je vous recommande Rustfinity, au-delà de juste la partie un peu temporaire, bornée dans le temps de l'Advent of Code. Mais, ouais, ça, franchement, c'est un super truc. Euh, un petit sujet en passant, donc ça c'est pas mal parce que ça m'a bien tapé dans l'œil. J'ai pas encore eu le temps de tester. C'est Ember. Donc l'idée c'est d'avoir un langage qui compile en Bash. Donc d'avoir une espèce alors je vais pas dire du superset puisque c'est pas du Bash, donc on peut pas dire que c'est du Bash avec lequel on fait voilà, comme TypeScript, JavaScript, où on aurait des capabilities en plus par rapport au langage. Non, non, là effectivement c'est un autre langage qui ressemble à beaucoup d'autres langages, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui s'exprime dans un langage et après qui transpile, on compile pas, même si bon, je pense qu'il y a débat sur le terme, mais voilà, et qui transpile en bash. Donc ça c'est intéressant, j'ai pas eu le temps de le tester. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est deux choses, c'est la TypeScript et puis la syntaxe. Alors moderne, il faut toujours se méfier, hein. Moderne, ça veut pas dire mieux, ça veut dire que ça intègre des façons de faire qui sont contemporaines. Mais sachant que je suis toujours en train de me poser des questions en faisant du bash, alors est-ce que ça s'écrit comme ci, est-ce que ça s'écrit comme ça, les conditions en bash par exemple, à chaque fois je me pose la question, est-ce que c'est moins ec, est-ce que c'est égal égal, est-ce qu'il faut mettre les doubles crochets, enfin, quand on le fait pas tout le temps, on se pose des questions, et je me dis d'avoir quelque chose qui se rapproche des langages contemporains, type ECMAScript en l'occurrence, je me dis ça peut être intéressant. Donc si vous avez des retours d'expérience sur Ember, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je mets le lien, n'hésitez pas. Je remercie en passant le collègue qui avait partagé le lien là, sur le Slack de Whiskel. Ça fait plaisir de voir des initiatives comme ça. On verra ce que ça donne, hein. Mais, ensuite, un article qui m'a intéressé. Alors, c'est assez intéressant. Donc, on est là dans la Sécu, en l'occurrence. Et donc, c'est un article sur le fait que un chercheur chez Snyk, donc Snyk, la société très connue qui fait des analyses de vulnérabilité sur les attaques de supply chain, sur les images de conteneurs, etc. Donc voilà, dans le scan du manière générale, aurait déployé des paquets NPM, donc de Node, malicieux, autour des dépendances qui tournent autour de cursor.com. Donc cursor.com, le fameux IDE avec IA intégré, etc. Et donc voilà, donc là, les paquets, effectivement, qui ressemblent à du curseur quelque chose, tac, tac, tac. Et donc voilà, donc c'est un article qui parle de ça, qui dit voilà, il s'est passé ça. Donc en analysant, on a vu que c'était quelqu'un de Snyk. Et effectivement, on retrouve dans le code qui essaie d'être partagé, salut ZeroSkill, dans le code qui est partagé, un truc tout bête qui va poster des variables d'environnement de l'environnement d'installation, etc. Et donc avec de la donnée qui serait exfiltrée, etc. etc. Donc désigné comme étant malicieux, parce que ça fait pas du tout ce qu'on s'attend ce que ça fasse côté cursor. Et donc quand on cherche qui, bah, en creusant, en creusant, en creusant, on arrive sur l'adresse email de quelqu'un de chez Snyk. Voilà. Donc ça a été rédacté dans la capture, mais je pense que vous le voyez bien. Et en fait, en contactant, il se trouve, et c'est là le truc qui est assez drôle justement, il se trouve que c'est admis en fait. Ils essayaient, donc c'est un article de Snyk que je vous partagerai après là. C'est un article de Snyk qui dit bah, on a essayé de voir, parce qu'en fait on fait le Snyk Security Lab Research Team. Ils font voilà pour essayer de voir est-ce que Cursor serait susceptible de se faire attaquer au niveau de la supply chain, etc. Donc c'est vraiment un test a priori qu'ils ont voulu faire pour justement aller tatouiller un petit peu les procédures de sécurité de Cursor, etc. Et bah, en fait finalement non, pas de dependency confusion du côté de Cursor. Il n'y a pas eu de données sensibles qui a pété, etc. Donc voilà, ça fait partie des initiatives de Snyk, un petit peu en mode grey hat, comme on dit, hein, parce que white hat, ce sont les hackers qui sont voilà, plutôt du bon côté de la barrière, bon, plutôt Snyk, hein, on va dire quand même. Les black hat, ça, ce sont ceux qui sont vraiment des enfoirés qui essayent de pirater tout et pour leur propre gain. Et Snyk, là, marche un petit peu sur la ligne grise parce qu'ils n'ont pas été vraiment transparents au début. Et c'est quand ils se sont fait gauler que. Parce qu'a priori, c'est ça, hein, la chronologie. Si on reprend l'article,
Voilà, il y a eu effectivement, des réactions derrière. Donc quand ils se sont fait gauler, ils ont sorti un article pour dire non, non, mais en fait c'était voulu, on testait une tentative de dependency confusion attack autour de Cursor. Très intéressant pour le coup, parce que ça montre que bah déjà voilà, il y a des initiatives comme ça qui se font. Un peu touchy, le fait de se dire on attend de se faire gauler pour poster un article de blog, c'est un petit peu... alors, bien évidemment, c'est pas malicieux, je pense pas que ça vienne d'une mauvaise intention, mais bon, on va dire que c'est un peu comme un vaccin, quoi. On tente, on met une petite dose d'un truc qui est un peu touchy, et puis on voit comment la communauté réagit, comment Cursor réagit. Intéressant, pour le coup intéressant, parce que je me dis, ben, ça peut peut-être se faire, et puis il vaut mieux que ce soit Sneak qui le fasse, que ce soit d'autres qui soient beaucoup plus mal intentionnés, n'est-ce pas? Alors, dernier lien, ouais, dernier lien. Prototyping in Rust. Alors, j'aime bien cet article. Je vais monter un peu parce qu'il y a le chat. J'aime bien cet article parce que il traite d'un sujet que je trouve assez intéressant d'un point de vue méta. C'est la difficulté d'utiliser un langage et surtout la difficulté d'accélérer avec un langage. Une des critiques régulières que je vois autour de Rust en l'occurrence, c'est vrai que ça s'applique en particulier à Rust, c'est justement la difficulté de prototyper. Dit autrement, c'est la difficulté de ship out du code et de délivrer. Parce que Rust c'est compliqué, parce qu'il y a le borrow checker, parce qu'il y a des types et que c'est voilà et que on peut pas faire soit n'importe quoi comme on veut en Python, soit d'être très productif avec des primitives relativement simples, voire des fois simplistes comme ça peut aller côté Go, ce genre de choses. Et Rust serait dans une espèce d'entre-deux très compliqué, qui fait que c'est difficile de prototyper. Du moins, on ne peut pas prototyper aussi rapidement qu'en Rust qu'avec d'autres langages. Du moins, c'est la thèse un petit peu communément partagée. Et cet article-là que j'aime beaucoup, ah, je vois que j'ai pas partagé les sneaks, je vais les partager en même temps, comme ça je peux continuer à parler. Oui, j'ai partagé Amber. Et effectivement, moi je suis relativement pas d'accord avec ça, forcément, pas parce que je fais du Rust, mais la raison pour laquelle moi je fais du Rust, au-delà du fait de performance, low level, etc., et de safety, et salut Menji, la raison pour laquelle moi je fais du Rust, c'est que j'ai l'impression d'être plus rapide de faire du Rust qu'avec d'autres langages. Parce que il y a toutes les contraintes autour de Rust qui font que ça me cadre. Et cette idée de prototyper, elle est intéressante et elle est très creusée dans cet article, justement d'expliquer alors pourquoi Rust est mauvais, ça je viens d'en parler. Euh, voilà, et pourquoi c'est un problème d'une manière générale de prototyper, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et d'adresser en fait l'idée de en fait prototyper, c'est développer rapidement, c'est d'arriver à shipper rapidement quelque chose, même si c'est un peu brinque-ballant, etc. Sauf qu'en fait, bah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que je pense que tout le monde est au courant du nombre de POC qui sont partis en prod. Donc, il faut faire gaffe avec la notion de prototyper. Très souvent, on prototype, mais finalement, ça va être du code final s'il part en prod. Et d'autre part, le fait d'avoir une assise et une boucle de feedback, ça j'adore cette image-là, une boucle de feedback qui est efficace mais qui est très resserrée, ça, je trouve ça effectivement très productif. Et ça me plaît beaucoup. Et pour le coup, il avance aussi sur un certain nombre de sujets, sur comment efficacement prototyper en Rust, tout en gardant bien évidemment les aspects intéressants de Rust. Et ça, j'aime bien. Ça doit faire, je pense, hurler un certain nombre de puristes, pour de bonnes raisons, hein. Parce que grosso modo, il dit, ok, si vous devez manipuler des chaînes de caractères, vous prenez pas la tête, partez sur string au début. Vous allez faire des allocations. Vous allez multiplier des allocations. Oui. Par contre, en production, après, là, vous pouvez vous permettre de nettoyer et passer sur des références à des strings, plutôt que de manipuler des strings et de les dupliquer. Ça, je trouve ça extrêmement malin, en fait, cette stratégie-là. Et en fait, ça va être un peu la même pour toutes. Plutôt que d'avoir un vecteur de données contiguës, etc., qu'on va cloner, machin, 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 à la fin, on passe des références à des slices. Et j'aime beaucoup cette méthode de réflexion qui consiste à dire, on va avoir des types qui sont cohérents, structurellement forts, ok, on est capable de les identifier avec des API qui sont identifiables, etc. Par contre, quand on passe en prod, bah là on passe en mode, entre guillemets, en mode référence, parce que vous allez voir, il y a quand même il y a des esperluettes un peu partout, c'est bien que quand on va passer en prod, on va parler de lifetime, etc. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais de commencer en se disant on va prototyper et donc on est sur des bases de type
qui sont ce qu'elles sont, qui ont les performances qu'elles ont, et qui souvent ça suffit en termes de performance, mais first make it work, comme on dit, et ensuite de se dire, ben, on peut après se rapprocher avec des types beaucoup plus performants en prod quand c'est nécessaire en termes de performance. Moi, je trouve ça super sympa. Et l'article, en fait, creuse un tas de choses par rapport à ça, sur le fait que on peut être très très light en termes de production de code sur Rust, hein, et des fois d'aller à l'encontre de certaines conventions. Ça, par exemple, je sais que Clippy a une règle par défaut qui décourage le fait d'utiliser les unwraps. Mais encore une fois, c'est décourager, hein, c'est pas interdire. Et it's okay to use unwrap. Et ça, je suis assez d'accord, hein. Moi, je mets des expects. Bon, c'est pas forcément mieux. Mais l'idée, c'est de se dire que. Ah bah oui, c'est vrai, il le marque là. Et c'est vrai que c'est pas grave, parce qu'au début, on va voir beaucoup d'options, des results, etc. C'est pas grave de faire de l'unwrap, parce que vous êtes en train de prototyper. Donc Rust le permet, donc finalement, c'est pas forcément un problème, hein. Bon, le support IDE, Bacon, tout ça, bon, ça, j'en parle pas. Cargo script. Et ouais, j'aime beaucoup ça, le Don't worry about performance. C'est à la fois un bon et un mauvais conseil, bien évidemment. Mais oui, on a tendance à faire de l'optimisation prématurée. Rappelle que c'est la racine de tout le mal, de faire de l'optimisation prématurée. Mais dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, dans toutes les couches. Mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Et des fois, il faut s'en préoccuper. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais il y aura toujours le temps il y aura toujours le temps d'optimiser. Enfin bref, un bon petit article avec notamment toute une partie qui va parler à ceux qui font du type-driven development, donc Bibi en particulier. C'est pour ça que je fais du Rust à la base, parce que j'adore ça, le type-driven development. Et le fait de me dire, et vous avez dû me voir le faire, hein, sur l'AOC, je pense les types dans leur usage, dans ce qu'ils vont faire, etc. Mais je passe un temps assez considérable à penser aux types et à penser aux contraintes qu'il y a autour des types. Nananana. Ah oui, d'accord, effectivement, oui, bien sûr. Bien sûr, voilà, donc on se retrouve avec les fameux guard clause avec des is qu'on a croisés bien trop souvent dans bien trop de langages et dans bien trop de configurations. Et l'idée, c'est de se dire, non, on va se permettre justement de faire des refactos rapides, d'où l'intérêt, il y a tout un paragraphe sur l'IDE, et je suis totalement d'accord avec ça, d'où l'intérêt d'avoir un IDE ou un éditeur, hein, Neovim by the way, qui soit justement en capacité de modifier le code. Et je pense que c'est ça l'une des leçons les plus importantes avec le prototypage, c'est le fait de se dire, on a tout ce qu'il faut normalement pour éditer notre code suffisamment régulièrement pour que on se prenne pas la tête quand on prototype euh, à vraiment s'attarder sur le langage. Si on est dans un écosystème Rust, si on voit qu'on veut faire du Rust et que voilà, on est dans ce domaine-là, il n'y a pas à se limiter de se dire, il faut pas le faire en Rust, quoi. Unreachable, c'est super sympa. Notamment pour le fait de dire ce cas-là n'est pas censé arriver. Par exemple, un humain n'a pas plus de 150 ans. Ça, c'est marrant, ça. J'aime bien. Si vous arrivez là-dedans, c'est que vos préconditions sont pas bonnes. Enfin voilà, il y a plein de trucs, à certes pour les invariants. Enfin voilà, il y a plein de conseils. C'est un très très bon. J'aime beaucoup le Avoid Lifetime Until You Need Them. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Les gens ont très vite peur et puis ça crée des mèmes autour de Russ. Les lifetime vous empêchent de bosser, etc. Faites attention aux takes éclatés au sol. Renseignez-vous et vous verrez que c'est pas si mal que ça. Ok, bon voilà, je vous partage l'article. Très très long, très très dense. Non, c'était ça que je voulais faire. Mais vraiment super sympa. Et voilà, ça fait un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler. Ouais, sens critique, Rustfinity, Ember, Sneak, prototyping in Rust. Voilà.